Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à Conflit de génération. Ça fait plaisir de débuter enfin cette émission parce que j'ai beaucoup d'attentes comme des résultats positifs pour cette émission. Parce qu'on voit tellement de conflits de génération dans ce monde-là qu'on voudrait en étaler quelques-uns à cette émission pour espérer un monde meilleur dans notre environnement, qu'on voit des situations qui trouvent des solutions, n'est-ce pas? Alors on veut avoir comme objectif d'avoir un meilleur monde. C'est mon objectif et nous allons réussir parce que nous avons une belle équipe avec nous. Nous avons Valérie Heurteloup avec nous. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Valérie? Ça va bien toi-même? Ça va très bien. Corinne Jacquet avec nous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ça va bien, Corinne? Toujours. Et Naïka Rousseau avec nous également. Salut, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que vous avez des objectifs aussi larges que moi pour cette émission de conflit de génération? Aïe, aïe, aïe. Rendre le monde meilleur, je pense que c'est le meilleur Écoute, objectif qu'on peut la barre est haute. Comme on n'a pas de pression, mesdames et messieurs. Aucune pression. La barre est haute. Oh là, parce que quand on regarde ces situations, quand on voit tellement de difficultés entre les uns et les autres, surtout de difficultés qu'on trouve entre les gens de différentes générations, on se dit que si on pouvait, hein, parce que je dirais que les gens de la nouvelle génération sont un petit peu trop cool. Et les gens de ma génération sont un petit peu trop obsédés par la rigueur. Ne sois pas jaloux, Gilles. Ne sois Ah, pas jaloux. Fréquent, c'est lui qui était cool. Ouais, voilà. Il y a très longtemps. Hein. Est-ce que on peut être jaloux de la rigueur également? Il y a, hein? Mais si le but de la discussion de notre émission, c'est de voir les points de vue, les perspectives l'un de l'autre et idéalement arriver à une entente Ben, c'est à ça. la fin Voilà. de l'émission C'est sur ça. le sujet en question. Avoir Idéalement, mais... un monde meilleur, parce que si moi j'arrive à faire un petit peu de marche vers le coulisme, n'est-ce pas? Et vous, de votre côté, vous parvenez à faire un petit peu de pas vers, comment je dirais, un petit peu plus de rigueur. Je pense qu'on pourrait s'entendre, pas vrai? Ouais. Ouais, trouver un juste milieu. Je pense Ouais. que c'est l'objectif, qu'on s'entende quelque part dans le milieu, là. On se rencontre mi-chemin. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des débats qu'on aimerait avoir au cours de cette émission-là sur des difficultés entre les générations, des conflits entre les générations? Il y a Tout. plusieurs sujets. Tout est sur la table. Oui, vraiment. Autant qu'est-ce qu'on mange ce soir que la société en général, l'éducation, la santé, le mariage, tout ça. Tous les sujets peuvent être couverts. Toi, Valérie? Ben, je dirais dans le même sens. Je pense qu'il faut pas se limiter. Tout sujet peut être source de conflit quand on est de différentes générations parce que les perspectives sont très différentes. Fait que je pense que tout sujet peut être amené, là. Totalement. Oui, Ouais, complètement d'accord. on n'est pas fermé, mais pas du tout. Alors, mais la première question qu'on se pose, est-ce que c'est obligatoire de vivre des conflits de génération? Tout simplement, est-ce que c'est inévitable ces conflits de génération-là? En quelque sorte, oui, parce qu'on fait toujours face au changement. Donc, veut ou pas, quelque part, il y aura peut-être un désaccord d'une génération à l'autre. Donc, c'est un peu inévitable, je dirais. C'est sûr que, en plus, la génération plus âgée, disons-le comme ça, plus avancée, plus sage, ben, elle vit des expériences qui sont différentes. La société évolue, comme ma collègue a dit, comme tu as dit, Naika. Donc, c'est sûr que nos perceptions changent, parfois pour le mieux, parfois pour le pire. Donc, c'est source de conflit. Je pense on a aussi accès à différentes informations plus le temps avance. Donc, la façon qu'on traite l'information, la façon qu'on perçoit cette information-là peut être source de conflit, justement. Donc, je pense que
malheureusement, c'est inévitable. Maintenant, l'ampleur que ces conflits-là vont prendre, je pense que c'est là qu'il faut modérer, là. Alors, on part avec l'idée que, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, et c'est comme inévitable dans le temps et dans l'espace, je dirais, quel que soit l'endroit où on se trouve, il y aura toujours des conflits entre les générations. Est-ce que c'est à cause, je ne sais pas, du temps, parce que c'est les générations auront été touchées par les mêmes événements d'une certaine manière, plus ou moins les mêmes événements, auront été touchés par la même éducation d'une certaine manière. Qu'est-ce qui va changer pour faire en sorte que lorsqu'on est plus jeune, on va avoir une vision différente sur un sujet que le plus vieux a vécu différemment, mais on a une perception différente. Mais des fois, même malgré ça, il y a certaines valeurs qui vont perdurer à travers le temps, puis sur lesquelles on n'aura pas de conflit. On va s'entendre, des fois, c'est des faux conflits, parce que au final, on s'entend pour dire la même chose, que certaines valeurs sont primordiales et demeurent à travers les générations. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Mais quelquefois, nous les plus vieux, on a l'impression que les plus jeunes s'opposent juste pour s'opposer, juste pour avoir raison, juste pour paraître fort, pour paraître intelligent, pour paraître, disons meilleur, n'est-ce pas? Et aussi s'opposer pour s'imposer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que de votre expérience récente, pas trop lointaine, vous avez été dans cette position-là à vous imposer par l'opposition? Personnellement, jamais. Oh, mais t'as jamais osé? Mais honnêtement, non. Mais j'ai pas eu de... Je dirais que j'ai même pas eu d'adolescence, en tout cas c'est ma mère qui va en témoigner là, mais j'ai pas eu d'adolescence vraiment difficile, je me suis jamais vraiment opposée contre ma mère. Mais je pense qu'en général, c'est juste que... Bon, là je parle pour les autres entre guillemets, là, mais je pense que c'est... On a comme un mode de vie différent à nos parents qui fait en sorte que des fois on se dit, ben je connais plus que toi, donc ton opinion m'importe peu, si on veut. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a opposition entre les deux générations. Là. On vit un mode de vie complètement différent, donc c'est peut-être pour ça que ça survient. Mais je pense que surtout dans le cas d'enfants immigrants, on est tous première génération, donc nos parents n'ont pas vécu au Québec. Nous, on est nés au Québec, et donc la réalité, comme tu dis, Naïka, est extrêmement différente. Comme ma réalité à 10 ans est très, très loin de la réalité de ma mère quand elle avait 10 ans en Haïti, dictature et tout. Moi, je suis au Québec, j'ai 10 ans, démocratie, technologie, comme Québec libre, comme séparatiste, comme tu sais, c'est même pas la même réalité. Donc, c'est sûr que ma perception des choses sur certains sujets va être complètement différente de celle de ma mère parce que nos réalités ne sont juste pas les mêmes. C'est un fait. Puis en plus, je pense que l'humain, naturellement, est peut-être réfractaire au changement. On aime la routine, on aime avoir, notre cellule familiale, les choses, que se passe la même chose, que les choses demeurent de la même manière. Donc, quand quelqu'un veut imposer un changement, mais c'est dur de l'accepter. Puis là, ben, la personne n'a pas le choix de l'imposer, d'absolument, tu sais, regarde, ça va se passer comme ça maintenant. Puis c'est comme ça que l'autre personne va dire, bon, j'ai pas le choix au changement maintenant, face au changement. Maintenant aussi, on va faire abstraction de cette situation où lorsque on vit sous le même toit que le père, la mère, n'est-ce pas? On est forcément encore chez le père et la mère, n'est-ce pas? Et que c'est souvent difficile qu'il y ait deux taureaux dans le même pâturage. Il y en a un qui doit commander, forcément, c'est le père et la mère, et l'autre qui suit les règles, parce que quand on voit le contraire, n'est-ce pas, quand on voit les enfants essayer de se mettre à la hauteur ou même en haut du commandement du père et de la mère,
c'est pas toujours beau à voir, ça, là. Oui, mais des fois, il faut, parce que des fois, le père et la mère n'écoutent pas l'enfant aussi, ne sont pas ouverts au changement. Comme par exemple, si au Québec, je veux dire, les parents pourraient dire à l'enfant de ne pas sortir après 8 heures le soir, mais si l'enfant a 18 ans, 19 ans, puis qu'elle veut aller sortir, prendre un verre quelque part, ben, elle va devoir commencer par imposer le changement, dire, regarde, je sors ce soir, ça va se passer. Peut-être qu'au final, les parents vont dire, bon, ok, peut-être c'est dans la normalité finalement des choses, que c'est pas une si mauvaise chose que ça, de laisser l'enfant prendre un peu d'air. Et mais il reste, ce que j'ai dit, c'est qu'il y en a un qui doit commander, hein, jusqu'à un certain point. Peut-être qu'on changerait le verbe commander pour un autre plus sympathique, n'est-ce pas? Mais il y a l'autre, naturellement, qui doit obéir et qui doit suivre, parce que autrement, ben, c'est le bordel, n'est-ce pas? Parce que tout le monde commande, et finalement, c'est le chien qui va passer inaperçu, là. Il ne recevra pas de commande, là. Mais des fois, on peut pas se dire que les parents peuvent apprendre de leur enfant. Oui, je pense que pourrait oui. être possible. Je pense que oui. Donc, sans que l'enfant commande tout ce qui se passe dans la maison, mais que le parent soit à l'écoute quand même de nouvelles choses que l'enfant pourrait lui commander, c'est-à-dire lui apprendre. Ça prend une certaine ouverture d'esprit aussi, puis de pouvoir justement avoir cette ligne de communication, puis de dire, OK, moi, c'est pas comme ça que je le vois, moi, c'est pas comme ça que j'ai grandi, mais je suis à l'écoute de mon enfant, je suis conscient que mon enfant est dans un autre monde, dans une autre réalité, donc il faut avoir cette communication-là. Si ça met la vie de l'enfant en danger, clairement, on n'y va pas, mais c'est juste d'écouter, de trouver un terrain d'entente. Moi, je veux aller à gauche, toi, tu veux aller à droite. OK, c'est quoi le chemin milieu pour que tout le monde soit satisfait en bout de ligne? Puis tout ça dans le respect aussi, là. Je pense que si... Tu sais, le parent non plus doit pas être, OK, je suis en position d'autorité, donc, tu sais, avoir une approche un peu plus de dictateur, là, c'est là où est-ce que, justement, l'enfant va vouloir comme s'opposer, puis qui va peut-être avoir deux taureaux dans la maison. Donc, tu sais, une ouverture d'esprit, puis vraiment dans le respect. Alors, un problème qu'on soulève tout de suite, parce que, bon, c'est ma maison et la maison de maman, c'est sûr que on vous a donné une chambre, c'est votre chambre à vous. De la nourriture, c'est normal, ça s'appelle des devoirs parentaux, c'est normal, c'est correct. Mais on ne vous donne pas une chambre pour accueillir le chum. Hein? Vous avez 13 ans, vous avez 14 ans. Hein? Vous avez même 15 ans. Ça va. Disons On 16. s'entend. Âge du consentement. Voilà, allons-y dans la légalité. Allons-y dans un modèle pas trop extrême, 16 ans. 16 ans, mais encore là, imaginez que le père, la mère, à 16 ans, n'avait pas ce droit-là d'avoir... Oui, on était aussi intelligent que vous, là, on faisait ce que vous faites à 16 ans, là, nous aussi. Mais dans le respect, c'est pas de l'imposer à la mère, au père, à la mère, dans une maison. Et ça nous permettait d'avoir espoir que nous allions grandir, que nous allons vieillir et nous travaillions pour devenir grands, entre guillemets, n'est-ce pas, vieux, je veux dire, là, n'est-ce pas, et pouvoir donc évoluer comme adultes, n'est-ce pas. Autrement dit, nous vivions notre adolescence comme adolescents et non comme adultes chez le père et la mère. Alors ça, c'est un autre conflit, une autre source de conflit entre les générations. Comment on résout ça? Mais je pense que aussi, si l'enfant impose un tel exemple, mettons, elle amène son chum à la maison, puis elle dit, papa, maman, moi, je veux qu'il dorme à la maison, ou je veux qu'on puisse être dans ma chambre tout seul, en tout cas. Oui, ça peut susciter un conflit, mais ça peut aussi susciter une réflexion des parents de, mais pourquoi à la base, disons, si on revient là à la source du problème, pourquoi on interdit ça à nos enfants? De quoi on a peur?
Puis peut-être que ça pourrait mener à d'autres solutions que juste empêcher que l'enfant puisse ramener un chum ou une blonde à la maison. Peut-être qu'on peut discuter sur certains aspects. Objection. Objection. Je ne veux pas T'es pas d'accord? Parce que non, c'est au départ. Ça, là, on le sait au départ. Et je viens de vous le dire, là, aussi. À un moment donné, il faut qu'un adolescent suive un certain rythme. Si on peut tout faire à l'adolescence comme si on était adulte, mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va être adulte? Qu'est-ce qu'il vous restera à faire? Pardon? Je paye pas de facture quand je suis adolescent. Je fais pas tout ce que je fais en tant qu'adulte. Non, mais tout, entendons-nous, là, c'est le summum que de recevoir ton chum à dormir ou à coucher, même pas, je parle pas de dormir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se faire, à coucher dans la chambre à coucher de ma fille. Ça, c'est un véritable problème, non? Attends, mais j'aimerais savoir, vous les filles, là, est-ce que... Non, mais... Ok, Naïka, je suis prête. Vas-y. C'est moi du sujet. Conflit. C'est quoi le conflit? Attends, donc si vous avez une jeune fille de 16 ans qui elle désire inviter son copain à la maison pour dormir, est-ce que vous, c'est... What's going on? I want to know. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, puis c'est probablement pour ça que je suis pas encore mère, parce que j'ai vraiment aucune idée comment je gérerais une telle situation, parce que je le vois des deux côtés pour avoir entendu les deux versions. La version de Jean-Ernest qui nous dit, ben non, c'est interdit parce qu'on sait exactement ce qui va se produire. C'est un risque qu'on veut pas prendre en tant que parent. Notre jeune fille, elle tombe enceinte, blablabla, tout ce qui en découle. Je comprends. Il y a l'autre version des parents plus ouverts qui vont dire, ben si c'est pour arriver... J'aimerais ça être au courant. Ouais. J'aimerais ça que ça soit, entre guillemets, chez moi, en sécurité, dans un endroit propre et tout. Et d'être au courant plutôt que d'avoir la surprise 6 mois plus tard de « Maman, je suis enceinte ». Ben là, si ça arrive, ben je sais exactement quelle journée. C'est la journée que le chum a dormi à la maison. OK, je suis en connaissance de cause. Donc, je sais pas. Je dis les deux versions. Et pour laquelle j'irais, j'ai vraiment aucune idée. Ouais. Je pense qu'à la base, j'irais avec Corinne, je dirais, ben, c'est une conversation à avoir. C'est inévitable que les jeunes vont faire des choses. Donc, surtout dans notre société actuelle. Exact. Peut-être pas dans ton temps. Non, ils faisaient quand même dans ce temps. Ils étaient juste plus discrets. Je pense que c'est ça la différence. Avant, les gens... C'est ça. Non. Peut-être qu'on était beaucoup plus wise que vous, là. Oh là là! Mais... Vouloir imposer une situation comme celle-là et vouloir escamoter les étapes également, c'est ça dont il s'agit. On escamote parce que à un moment donné, moi je vous dis encore une fois, là, je rêvais d'être vieux, je voulais vieillir, je voulais devenir grand, on va dire, n'est-ce pas, pour être adulte. Indépendant. Là, vous êtes adulte sans avoir l'âge, sans en avoir les moyens, vous couchez au vu et au su, dans la maison, dans la chambre à coucher, etc. Ça ne veut pas dire que les choses ne se font pas là, on n'est pas si bête, mais pas au vu et au su de tout le monde, parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il vous restera à faire pour devenir adulte? Mais moi, si on fait l'avocat du diable, pourquoi ce genre de choses-là est réservé juste aux adultes aussi? Pourquoi on ne pourrait pas apprendre un peu plus tôt comment gérer ces choses-là, cet aspect-là de la vie, pour pouvoir, rendu à l'âge adulte, avoir un meilleur contrôle de ces affaires-là? C'est comme l'alcool, je me pose. Objection encore. Corinne. Attends, je vais faire un dernier point. Un dernier point. C'est comme l'alcool, J.E. Ouais. Les Haïtiens, souvent, ils vont donner de l'alcool à leurs jeunes enfants. Ils n'ont pas trop peur de ça. De temps en temps, un petit verre de vin, c'est pas caché, c'est pas interdit. Bon, encore là, je ne vais pas généraliser, ça dépend des familles. Mais les familles qui vont interdire l'affaire, ça, c'est chose interdite. On ne les touche pas avant d'avoir l'âge adulte. Puis, parfois, l'enfant développe comme une espèce de obsession là, pour l'alcool parce qu'il dit « Ah, c'est secret, c'est caché, c'est l'interdit. » Donc, on veut finalement briser les règles. Alors que si c'est un peu la normalité, que c'est pas plus wow que ça, alors l'enfant aura un meilleur contrôle de
de ça, de l'alcool, de sa consommation. Donc, si on fait le comparatif, je me dis, avec la sexualité ou bien juste les relations amoureuses, si on rend ça interdit, qu'on doit se cacher pour les avoir, on empire le problème. Mais oui. Alors, moi-même, je ne pense pas que personne arrive sur cette terre en ayant toutes les compétences à l'âge de 2 ans, à l'âge de 3 ans. Il y a des choses qui se font par étapes. Et ça, là, quel que soit le niveau où on soit rendu en technologie, en études, en tout ce qu'on veut, là, ces choses-là vont rester immuables. Il y a certaines choses qu'on fait à certains moments de la vie. Il y a des besoins et des envies qu'on doit avoir, qu'on doit cultiver et espérer travailler assez fort pour pouvoir bénéficier et continuer à jouir en toute connaissance de cause, en toute légalité, ces choses-là. Mais si on dit qu'il n'y a aucun interdit dans la vie, tant qu'à être, il y a de ces gens-là, il y a de ces pédophiles-là qui croient que le jeune enfant peut avoir des relations et puis c'est normal, etc. Il y a de ces pays-là où on commence la sexualité en bas âge avec des jeunes. Non, nous, en Occident, on dit non, il y a un âge pour commencer cette sexualité. Et puis, on dit aussi qu'on sait que les jeunes font leur apprentissage, mais pas au vu et au su de tout le monde. Mais l'âge de consentement, c'est quoi? C'est 16 ans. Est-ce que c'est trop jeune? C'est ça la question. Non, comme société, on s'est dit que comme société. Naika dans le background. T'es pas du bon côté, là. Là, je trouve que le conflit de génération, Naika... On est dans la même génération, Naika, t'as oublié. On s'entend pas, là. Excuse-moi. Non, mais l'âge de consentement, c'est 16 ans. On s'entend? Donc, déjà là, on a un certain barème. On est conscient, comme société, qu'en bas de 16 ans, d'avoir des relations sexuelles, c'est pas l'idéal. Mais une fois que l'enfant atteint ce 16 ans, prenons ça comme exemple. C'est ça, on part de là. On revient à l'exemple du début. On a une jeune fille de 16 ans qui va voir maman-papa, qui dit « Maman-papa, j'ai rencontré un jeune garçon, il va à l'école avec moi, j'aimerais ça qu'il vienne coucher à la maison. Elle a 16 ans. Non. Parce qu'il y a un problème. Parce que aussi, nous savons très bien. Je vais prendre un exemple et je sais que Naika sera d'accord avec moi. Imaginons les alliances de la première Imaginons ce que nous savons déjà, que les relations sont ce qu'elles sont. Ça ne veut pas dire absolument pas que la relation de la première journée, c'est la relation de la vie. Je ne veux pas dire non plus qu'avoir une relation de sexe avec quelqu'un, ça veut dire que c'est le partenaire ou la partenaire de la vie. Mais là où ça fait problème, si dès la première journée, on rencontre quelqu'un, on dit « Maman, j'aimerais », et puis maman dit « oui ». Demain, « Maman, j'aimerais », sa maman dit « oui ». Troisième, « Maman, j'aimerais ». Mais attends, je m'oppose. Non, mais oppose-toi là, parce que non, à un moment donné, il faut se réserver, il faut même, comment dirais-je, cultiver le jour où on va avoir une véritable envie et où on soit obligé de contourner un interdit. Quand l'interdit n'existe pas là, c'est comme aller sur l'autoroute à 120 km/h, 200 km/h, ma voiture en est capable, il n'y a pas de policier sur la route, et puis Hawaï, donc. Oui, mais c'est de l'éducation. Ben, non, c'est de l'éducation. Oui, tu vas pas à 200 km sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que tu veux pas dire qu'il y a un policier. Oui, mais aussi parce que tu sais que si tu vas à 200 km/h, tu vas frapper un mur, tu vas mourir. Il y a des conséquences. Donc, c'est la même chose avec la sexualité. C'est d'éduquer nos jeunes. On sait qu'ils vont le faire à 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans. C'est pas parce que tu attends à 20 ans pour avoir ta première relation sexuelle que tu vas faire plus attention que quelqu'un de 15 ans. Si tu n'as pas été éduqué sur les bonnes pratiques, tu vas faire des erreurs, peu importe ton âge. Nous, les gars,
Oh! Les œufs. Lorsque, On Des commence vrais, pas avec là. vous autres, là. Lorsque- Ça, c'est une autre histoire. parce que moi, je protège ma petite fille. Lorsque nous rencontrons une fille pour la première fois, pas vrai les gars, c'est ça, hein? La première fois, la première journée, c'est direct dans le lit, là, on dit que c'est une fille qui n'est pas sérieuse. Est-ce que moi, est-ce que toi, mère, tu aimerais qu'on traite ta fille de pas Non. sérieuse? Mais c'est dans Ben, l'extrême, là. T'es dans l'extrême. Est-ce que je suis dans les Est-ce qu'on éduque nos enfants? Ça existe de tout temps et Naïka est d'accord. Ça existe de tout temps et ça va toujours exister. On croit que ça prend une petite gêne et ne serait-ce que donner un petit peu de fil à retordre, mais pas la facilité. Ok. Et en plus, là, il y a des parents tellement faciles et permissifs. Est-ce qu'on peut... OK, on Ouais. va oublier la première fois que tu rencontres le gars. C'est effectivement la journée qui va dans la chambre de ta fille. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table que c'est non. Non, on va souper ensemble 2, 3, 5, Oui. 6, 7, 8 fois. Oui. Voilà. Oui. Ok. Papa Donc, commence à faire connaissance, voilà. Papa. à dire c'est qui ton père? C'est qui ta famille? Aïe, Tu fais quoi dans la vie? Exactement. Tu fais quoi Bon, dans la vie? OK. Quel est ton objectif? Tu regardes ma fille, je vois là, quelles sont tes intentions vis-à-vis de ta fille? OK, Il ça faut c'est que je correct. sache C'est ça, normal. là. Elle a 16 Oui. ans, elle est jeune, elle sait pas, elle est Je sais qu'il naïve. va me tromper là, mais c'est pas Voilà. grave. OK? Donc, disons que ça fait 9 mois. Oui, 9 tu me mois, donnes. OK? 9 Ah. mois que là, 9 mois, qui se tiennent la main, qui se tiennent la qui main. s'embrassent un petit peu. Il vient Oui. souper 2 fois Il par vient semaine souper. à la Ok. maison. Ouais. C'est tout. On a rencontré les parents du jeune homme, c'est des mounes de bien, oui, bon monde, Ouais, ok. ouais, Ça senti fait bon. 9 mois, senti bon, belle caille, belle bagaille. Ok, le père travaille bien, la mère travaille bien, sa petite sœur est bien élevée, tout. Ça fait 9 mois qu'ils sont ensemble. Ils ont tous les deux 16 ans, on n'oublie pas, mais depuis le début de l'année scolaire, ils sont ensemble, mois de septembre. Et là, on arrive, c'est la fin de l'année, mois de juin, ils ont fait toute l'année scolaire ensemble, on a soupé, barbecue ensemble, tout le monde, les deux familles. Maman, papa, j'aimerais que mon chum dorme à la maison. Bon, alors, moi-même, je vais poser juste une condition. Il ne faut pas faire mal élevé avec ton chapeau. Je vais chanter comme ça, là. Il ne faut pas faire mal. Oui, mais il ne faut pas faire mal élevé. OK, d'accord? Cela dit, sérieusement, j'aurais de la difficulté si... Maintenant, c'est de savoir, est-ce que ça va devenir une ritournelle? Est-ce que une fois, ça veut dire coutume? Est-ce que on risque de me dire qu'il va habiter dans la maison aussi? Pas vrai, oui, parce que hein, quand il prend goût, hein, il trouve tout, il mange et puis il a faim en plus, n'est-ce pas? Wow, là. Alors on veut savoir parce que une fois peut entraîner d'autres fois Oui. et peut Ça, aussi c'est vrai. exiger que ce soit tout le temps. Là. Oui. Mais on peut mettre des balises. On peut dire une fois par 6 mois. Puis ça va être ça qui va être 2 fois par année, il peut dormir, choisis tes 2 fois et puis choisis. Ils seront Mais moi, plus je vais, ensemble, on dirait mais- les deux fois, là. je vais Bon. switch la situation un peu parce que je veux voir. Oui. Est-ce que vous Tu voyez veux ce voir que je veux mes- dire? C'est une bonne avocate, ça, hein? Ouais, C'est bon, ça. ouais. Vas-y. On parle toujours de filles de 16 ans, mais là, si c'est ton gars de 16 ans qui vient te La même voir, chose. Oh! est-ce que t'es sûr? Mensonge! C'est la Mensonge. même Pas vrai. chose. Non, non, non. Ton je ne gars- mens pas. Déjà, le petit gars de 16 ans, il va même pas te demander. La fille va juste la être fille là. va juste venir dormir, tu vas la voir le lendemain matin. Non, 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 on n'aime pas ça là. Parce que moi-même, encore une fois là, c'est la question, la théorie de deux taureaux sur le même toit là. Parce que moi j'aime être libre comme le Québec chez moi. Alors sans le savoir, tu déambules flambant libre et puis là tu te retrouves avec face à une jeune fille. Non, ça c'est non. Il faut qu'on ait des balises dans une maison et c'est normal. Il faut qu'il y ait cette entente-là. Et puis l'autre chose, il y a ce type de prétexte de changer de chum, de changer de blonde, et régulièrement. On change régulièrement. Absolument. Ben, ça apporte un autre nom, là. Mhm. Hein? On change pour changer. Et puis,
Non, il faut qu'il y ait des règles, il faut que ce soit quelqu'un qui ait une présence constante dans la maison et qui connaît la famille, etc., avant de faire une telle demande. C'est sûr qu'il y a une question de respect, respect de la maison, respect des parents, et vice-versa aussi envers l'enfant aussi, mais il ne faut pas être réfractaire au changement. C'est pas parce que ça s'est jamais arrivé auparavant que c'est pas possible pour l'enfant. Ouais. C'est pas une bonne raison, je trouve. Ah, ben moi, je fais pas ça, donc toi, tu l'auras pas non plus, tu le feras pas non plus. Non, mais moi, j'aimerais que mon enfant puisse rêver à grandir, C'est le rêve. puisse grandir par ses propres efforts, puisse grimper les étapes et ne pas tout avoir tout cuit dans le bec. C'est sûr. Avoir tout cuit dans le bec, là, c'est de dire, ah, moi, j'ai même pas besoin de demander, là, je rentre dans ma chambre et puis je ferme la chambre et puis tout le monde sait que c'est le respect parce que c'est un gars qui est dans la chambre et puis la fille peut rentrer. Ben, non. Non. Il me semble que non, il doit y avoir des balises, il doit y avoir ce rêve de vouloir devenir adulte, d'avoir ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants, d'avoir sa femme, de bien s'établir, mais ne pas s'établir au dépens des parents. Et sans vouer du respect aux parents, c'est manquer de respect aux parents. C'est manquer de respect. Quand on passe, n'est-ce pas, comme père, on passe pour aller à la toilette et puis on est obligé de mettre des œillères pour ne pas voir ou mettre des affaires dans les oreilles pour ne pas entendre. C'est manquer de respect. Non, Non? effectivement. Oui. Il y a une petite gêne qu'il faut avoir là. On se garde une petite gêne, quand même. Mais j'aime l'aspect que tu dis que tu veux que tes enfants rêvent de grandir. C'est poétique. Puis ça je suis d'accord. Ça a son charme. Je trouve que, il n'y a pas de Mais conflit. maintenant, un autre point. Est-ce que, vraiment, dans les conflits de génération, est-ce que c'est toujours un conflit? Est-ce que il n'y a pas des points sur lesquels les générations vont s'entendre forcément, ce que nous appelons les valeurs. Et encore là, moi je dis, si on n'inculque pas des valeurs à nos enfants, exemple, mon père est là, oui, je peux t'embrasser à la sauvette. Même ne pas s'exposer, et puis Brad Pitt et l'autre, Angelina Jolie ensemble, mais quand même, là, il y a une petite gêne à avoir. Et c'est des choses comme ça que mes parents m'ont appris, et c'est des choses comme ça que moi je vais apprendre à mes enfants, que mes enfants vont apprendre à leurs enfants, et puis voilà. C'est ça les valeurs. Et ces valeurs-là, c'est des points sur lesquels on va s'entendre, non? Oui, totalement. Il y a des valeurs, surtout comme famille issue de l'immigration, qui vont toujours perdurer, je pense, comme l'éducation, la famille, les aînés aussi, un certain respect envers les aînés. Je pense que c'est des choses qu'on va transmettre à nos enfants parce que ça nous a été transmis. Ça va rester. Je pense que le partage aussi. Oui. Ouais, je trouve que des fois, présentement, je trouve qu'on est quand même une société un peu égocentrique, là. Mais je trouve que chez les familles immigrantes, là, le partage, c'est vraiment important, là, quand tu viens d'une grande famille surtout, là. Donc, ça aussi, c'est important. Et je reviens encore une fois là, sur ce que nous disions tout à l'heure. À force de voir la routine s'installer, les valeurs qui s'effritent, on devient insensible à certaines choses qui pourraient autrement paraître extrêmes, mais exemple, dans certaines sociétés, on entend des gens se faire tuer, n'est-ce pas? Et puis autrefois, c'était quelque chose que d'entendre un kidnappeur rentrer dans une maison et kidnapper. Mais là, ça arrive tellement souvent qu'on finit par s'y faire et puis on vit avec ça. Exactement cette routine à laquelle il faut pas se laisser aller parce que on risque de perdre quelque chose. On risque de prendre pour acquis le monde, les situations. Les enfants vivent chez leurs parents, mais c'est eux qui mènent.
Hein? C'est les parents qui doivent faire attention pour ne pas entendre ou pour ne pas voir. Sous leur toit. Mais quand même, là, on exagère un peu. Pourquoi ils peuvent pas mener les enfants? On change la société, là. On Parce change. qu'ils doivent vouloir grandir, vieillir et avoir leur chez eux, à la sueur de leur front, et élever leurs enfants et imposer des règles aussi. Hein? Certainement. Bon, alors, est-ce que ça veut dire que les valeurs transcendent les générations? Certaines Je pense que valeurs, oui. ouais. Même si la société change, certaines valeurs vont demeurer. Ça prend ça, sinon la société s'effrite. Mhm. Si on n'a pas de valeur, on n'a rien auquel se tenir, on n'a Ouais, c'est rien ça. auquel se rattacher, il n'y a rien qui nous relie en tant qu'humain. Je pense que ça prend des valeurs fondamentales de famille, de société qui vont dire, écoute, il y a certaines choses qu'on fera pas, qu'on dira pas parce qu'on a les mêmes valeurs. Et c'est ce qui nous permet de vivre en société. Donc, je pense que oui, il faut... Alors, je vais vous montrer que l'ancienne génération peut évoluer également. Oh! Peut évoluer. Je suis sceptique. Non, nous allons prendre l'exemple de certaines situations, on va appeler ça des situations avant de les nommer, qui étaient mal vues dans les sociétés anciennes, plus anciennes que la mienne, et un petit peu la mienne aussi. Et qui, aujourd'hui, à la faveur d'une évolution, des situations qui apparaissent tout à fait normales et des situations qu'on va défendre. Je vous prends un fait, c'est l'homosexualité. Aujourd'hui, tout le monde voit de bon œil, presque tout le monde. Merci. Tout le monde comprend, plus ou moins, la vie homosexuelle, même si tout le monde ne partage pas l'homosexualité. On peut comprendre. Mais, quand on parle d'une génération, on parle d'une génération qui lapidait, qui fouettait, qui battait les homosexuels dans les rues. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. C'est une évolution des mœurs au cours des années. Et je fais partie aussi. Moi, je riais de ces gens-là, je les traitais de tous les noms. Et aujourd'hui, je peux les comprendre. Alors, oui, au fil des années, il y a parce qu'on considérait que c'était une valeur que d'être hétérosexuel et affirmé, n'est-ce pas? Et une personne homosexuelle était mal vue et pouvait être lapidée et battue, certainement, ici à Montréal. C'est sûr qu'il y a une certaine évolution dans le temps de la perception des choses. On s'éduque, on comprend, on est en contact avec de plus en plus de gens aussi qui sont différents de nous. Donc, il y a une ouverture d'esprit qui s'installe par la force des choses. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui arrive à suivre cette évolution-là. Il y a encore des gens qui restent avec leur ancienne façon de voir, leur ancienne mentalité. Donc, je pense que oui, j'irais dans ton sens que la majorité de la société comprend, évolue, accepte, mais il y a encore de ces gens qui s'y opposent. Les maudits réfractaires au changement. Voilà. Tu sais, je me demande si justement c'était pas un sujet aussi sensible aujourd'hui, ou est-ce que il y a certaines choses que tu peux pas dire, si... mais dans le fond, c'est parce qu'il y en a qui sont un petit peu censurés, là, mais si on n'était pas autant censurés, je pense qu'il y aurait encore du monde qui n'aurait pas ce changement-là de fait chez eux. Tu sais, j'ai vu une vidéo d'un petit garçon qui est parti chez... Mais ça, c'est plus racisme, là, mais qui est parti chez une petite fille noire avec son fouet, puis il a fouetté devant sa porte, là. Un enfant de comme 8 ans, 9 ans. Là. Ça, c'est l'éducation. Mais ouais. C'est pas lui qui a pensé à ça. Non, Il a vu papa, maman le faire. Il s'est dit, moi aussi, je vais le faire. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Donc, l'ancienne génération va aussi apprendre à la nouvelle génération la fermeture, le refus du changement. Tout ça, c'est des choses qui vont passer d'une génération à l'autre. Parce que j'allais justement apporter le mariage interracial qui est de plus en plus aussi accepté dans notre société. Alors qu'autrefois, c'était rare, les mariages interraciaux. Par contre, il y a des choses qui ne changent pas,
qui ont encore la dent dure, je dirais, le fait que le racisme systémique, comme Naïka l'a dit, là, continue malgré tout. Et dans certains cas, on va nier que le racisme est systémique, on va reconnaître qu'il existe, mais on va nier l'existence du racisme systémique, malgré toutes les apparences. Mais on s'entend que tous les combats qu'on a menés dans les dernières années ne sont pas encore terminés. Autant le racisme que l'homophobie, que la transphobie, peu importe, les combats ne sont pas terminés. On a avancé dans le racisme aussi comme société. On a vraiment avancé, on a fait des grands pas, mais c'est sûr que le changement n'est pas encore complet, mais dans plusieurs types de... Le sexisme continue encore. Et ça, quelle que soit la génération. Il y a du sexisme chez les plus jeunes, il y a du sexisme chez les plus vieux. Est-ce qu'il y a eu une petite évolution? Je pense que oui. L'Église catholique vient de donner un petit peu plus de place aux femmes qui peuvent choisir les conciles, pas les conciles, mais disons, pas les papes. Pour l'élection des papes, on choisit les gens, les évêques qui vont devenir des cardinaux, etc. On choisit les cardinaux. Il y a des femmes dans le choix des cardinaux. C'est un pas de plus pour la femme, mais est-ce que c'est suffisant au sein de l'Église catholique? Pas sûr. C'est sûr que non. Mais je pense que le secret de tout ça, du changement, c'est de s'écouter entre générations aussi. C'est d'écouter l'un et l'autre, puis de pouvoir avancer. Mais c'est sûr que si on n'est pas ouvert au changement ou qu'on ne veut même pas s'éduquer par rapport à la science qui a découvert des choses et pour enlever les mythes et les préjugés, les stéréotypes, ben, l'autre génération ne va pas avancer, l'ancienne génération ne va pas avancer. Est-ce que on pourrait pas aussi regarder les méthodes qui sont utilisées pour l'éducation, n'est-ce pas? Parce qu'autrefois, on disait qu'on apprenait seulement par l'expérience, l'apprentissage se faisait dans la pratique et de plus en plus, on a la théorie de plus en plus. On fait l'éducation par d'abord la théorie et ensuite la pratique. Peut-être pas assez de pratique par rapport à la théorie. Il y a beaucoup de théories qui traversent le temps, n'est-ce pas, et qui nous parviennent. C'est peut-être aussi ça le fait qu'on soit dans cette situation qu'on a tendance à ne pas vouloir changer. L'éducation se fait d'abord avec la théorie plutôt que la pratique. Oui, c'est sûr. Puis la théorie, maintenant, la manière dont on la transmet est différente que, j'imagine, comment on la transmettait dans la génération. Maintenant, les méthodes éducatives à l'école ou bien à la maison, elles ont changé. Donc, les enfants apprennent l'information d'une différente manière, l'interprètent d'une différente manière, puis ça change en plus de culture en culture. Donc, ça aussi, ça peut créer des conflits à travers les méthodes éducatives comme celle-ci. Valérie, qui est spécialiste en éducation, doit en savoir un peu plus. Ben oui, mais c'est sûr que d'apprendre par l'expérience, c'est vraiment la meilleure chose. Les théories évoluent. Ben, en tout cas, non, en fait, c'est un mensonge. Les théories n'évoluent pas, l'humain évolue. Hein? C'est ça, l'humain évolue, la science évolue, la théorie demeure la même. Donc, d'apprendre par l'expérience, c'est vraiment la meilleure chose. C'est d'exposer les enfants à différents contextes, différentes personnes, différents scénarios. Et c'est de réfléchir, d'avoir une pensée critique, de questionner, d'évaluer, de penser, beaucoup plus que de juste dire « Ah ben 1 plus 1, c'est 2, ok, je le prends, et puis that's it, je me pose pas de questions », mais vraiment de réfléchir plus, puis d'être en contexte, c'est la meilleure chose à faire. Mais là, c'est pas toujours facile non plus d'exposer nos enfants à plein de situations, puis d'avoir cette ouverture d'esprit-là. Si nous, en tant que parents, on ne l'a pas vécu comme ça non plus. C'est là que ça devient complexe. Comment on peut réinventer ce système d'éducation
Parce que il y a encore là, des parents au Québec qui vont choisir de faire l'éducation à la maison pour leurs enfants. Ils font le choix. Il y a même une association de parents pour l'éducation à la maison. Comme quoi, on voudrait garder, protéger nos enfants dans un cocon, etc. Il y a tout ça là. C'est pas ça l'argument. Non. Non. La majorité des parents, il y en a, oui, qui ont peur d'amener leur enfant dehors et qui les protègent, qui les gardent à la maison. Puis c'est ça l'argument pour l'école à la maison. La majorité des parents qui font l'école à la maison, c'est justement, comme tu dis, parce que le système n'est pas adapté à mon enfant. Le système est carré, le système, c'est 1 + 1 = 2. Moi, je veux que mon enfant vive autre chose, je veux que mon enfant apprenne autrement. Et il n'y a personne de mieux que moi, parent, connaissant mon enfant, qui peut le faire. C'est vraiment ça l'argument. C'est pas une question de protection. On a vu l'effet protection avec la COVID. Oui, les gens ont choisi de faire l'éducation à la maison pour protéger contre le virus, mais ceux qui étaient là avant COVID, là, les vrais de vrais, c'est pas ça l'argument dans la majorité des cas. C'est un choix. Maintenant, parce qu'il faut qu'il y ait cette transmission de génération en génération. C'est sûr, sinon on va avoir des générations spontanées, puis ça n'existe pas. Et puis, on est d'accord quand même qu'il y a un certain décalage, pas trop, hein, tout d'un coup. Sinon, c'est comme une nouveauté, on ne se reconnaîtra pas, il n'y aura pas de courant du tout entre les générations. Il y en a quand même. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour faire en sorte, justement, qu'il y ait une meilleure entente? Parce qu'on tend toujours à avoir un monde meilleur, n'est-ce pas? Un monde sans difficulté, un monde sans guerre, n'est-ce pas? Parce que la guerre commence dans les familles, n'est-ce pas? Et puis ça s'étend un peu aux villes et à travers le monde, n'est-ce pas? Tandis que s'il y avait une meilleure communication. Mais la solution, c'est ce qu'on fait ici en ce moment. Les podcasts. Faites votre podcast. Non, mais c'est les discussions comme ça, ouvertes, où est-ce qu'on est prêt à écouter et puis prêt à apprendre. Faut pas avoir peur d'être honnête aussi, je pense. En tant que parent, des fois, c'est ça qui est difficile d'admettre à son enfant qu'on n'est pas d'accord ou qu'on remet en question ou qu'on doute. C'est non, c'est ma façon, c'est ça, mais de pouvoir dire, tu sais quoi, j'avais jamais vu ça comme toi, c'est pas une mauvaise idée, essayons-le. Tu sais, de pas avoir peur de se tromper en tant que parent, puis de dire, tu sais quoi, mon enfant m'a amené un vraiment bon argument du haut de ses 12 ans, là. Je vais l'écouter, là, je vais y aller. Mais des fois, en tant que parent, c'est l'orgueil, c'est de vouloir être roi, c'est de vouloir être meilleur, c'est de vouloir être le plus intelligent, alors que des fois, notre enfant de 12 ans peut avoir une idée assez solide qui vaut la peine d'être écoutée. Fait qu'il faut pas avoir peur non plus. Alors, on parlait, oui. Non, c'est ça, je suis d'accord, totalement d'accord. On parlait tout à l'heure de familles immigrantes, de ces situations-là qui sont vécues dans les familles immigrantes, qui comprennent mal et difficilement le système et qui parlent très peu la langue et qui ont justement comme support, comme soutien, comme point d'ancrage avec l'école, mais leurs enfants qui traduisent pour eux. Et alors que l'enfant a besoin d'être un enfant et de vivre son enfance, c'est pas mieux là, c'est pas mieux que d'avoir un petit enfant de 12 ans qui peut vendre n'importe quoi à sa mère, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui est l'interlocuteur entre la mère monoparentale et la direction de l'école, de son école. C'est sûr. Mais ça, c'est un autre aspect, un autre enjeu au niveau de l'immigration, puis de l'accueil ici, puis de l'intégration. Il y a des barrières aussi pour les gens. C'est juste difficile pour les parents aussi de s'adapter, puis de trouver des solutions là, pour eux en arrivant ici. Donc ça, ça touche d'autres aussi enjeux
autre que simplement que l'enfant ne devrait pas avoir à gérer la famille ou à la place du parent. Et avoir la famille sur le dos, puisque c'est lui, l'enfant qui parle la langue, et c'est lui qui fait les rapports. Il peut faire le rapport qu'il veut bien, là. Le rapport qu'il favorise, n'est-ce pas? Et puis, la mère ne saura jamais, d'une certaine manière. Alors, tout ça pour dire que, dans la maison, celui qui devrait avoir, enfin, le rôle prépondérant, c'est le parent. Mais souvent, les enfants qui ont ce rôle prépondérant-là, oui, c'est difficile pour eux, mais peut-être qu'ils vont ressortir des valeurs que l'enfant va retenir de ça, de cette expérience-là, d'avoir eu un rôle prépondérant qui va le rendre un meilleur humain, puis un meilleur citoyen. Peut-être qu'il va retenir l'entraide comme une valeur importante, la famille, le soutien. Peut-être, tu sais, il y a des choses, des expériences qui forgent un enfant qui va être pour le mieux. Moi, j'ai jamais vu un enfant arriver à la maison et expliquer, traduire pour sa mère monoparentale qu'il a été turbulent à l'école et qu'il n'a pas fait ses devoirs et qu'il a... Il y en a qui. Il y en a. Bah, il y en a. J'en ai vu. Alors, c'est rare. C'est les valeurs. Ouais. C'est les valeurs. Si on t'a inculqué l'honnêteté, l'intégrité comme valeur, tu vas le faire. Tu vas être intègre, tu vas dire la vérité, tu vas dire « Maman, j'ai pas eu une bonne journée aujourd'hui à l'école, c'est ça qui est écrit dans l'agenda, il faut que tu signes, voici, voilà. » Ça passe par les valeurs, mais c'est sûr que si c'est pas quelque chose que l'enfant est habitué, ben là, il va te dire « Non, très belle journée, signe. » Mais ça passe par les valeurs, on revient à la base de tout, c'est vraiment les mais valeurs. aussi, c'est de savoir aussi qu'est-ce qui va en découler. J'ai quand même l'impression qu'un enfant ne va pas dire à ses parents qu'il a une mauvaise journée s'il sait que son parent va probablement le battre. Le battre. Mais tu sais, si il sait que son parent va lui donner comme une conséquence quand même assez raisonnable, puis qu'il mérite, entre guillemets. Je pense qu'il y a ben, en fait, j'en connais un, là. Qui est assez honnête pour dire que... J'ai fait une faute, j'ai fait ci. Je l'admets. Et malgré tout, on continue à vouloir réclamer qu'il y ait une meilleure entente entre les générations, une meilleure compréhension entre les générations et que c'est pas le fait d'avoir, oui, on est... Et puis, la chose que vous devriez savoir, les parents sont tellement fiers de savoir, et puis on dit aussi dans l'expression, si nos enfants ne nous dépassent pas, ça veut dire qu'on n'évolue pas d'une certaine manière. La famille reste au même niveau. Moi-même, avec 2 baccalauréats, si mon enfant devrait avoir une maîtrise, au moins minimum une maîtrise, ou si ce n'est pas un doctorat, n'est-ce pas? On s'entend, c'est comme ça que ça évolue. On aime ça, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, dans le sens que rares sont les jeunes qui commencent avec des connaissances, je ne sais pas, doctorales à 12 ans, n'est-ce pas? Il faut suivre les étapes, et ce, à tous les niveaux. Oui. Ah, donc, on revient à la fille de 16 ans. Voilà, toujours. À ta question, Naïka, moi... Ma fille ne pourrait pas inviter son chum à coucher. Donc, pour finalement répondre à la question. À la base. Malgré l'âge de consentement. C'est ça. D'accord. Moi non plus. Là-dessus, il y a accord, j'ai l'impression, en tout cas. oui. Je me rallie, effectivement. Alors, donc, est-ce que, pour conclure, on peut espérer faire des émissions un peu à l'image de celles qu'on vient de faire, qui vont amener les gens à être de plus en plus conscients. Ce qu'on dit, moi-même je crois honnêtement que je mériterais de faire un petit pas de plus pour être un papa plus cool, un grand papa plus cool. Un papa hip. Plus cool. Mais de l'autre côté, mes enfants qui sont pères aujourd'hui devraient être un petit peu plus sévères aussi, parce qu'à trop laisser aller, on vit dans une société de plus en plus permissive.
Et ce qui crée le désastre, d'une certaine manière, entre les générations, mais c'est ce fossé, justement. C'est ce fossé, et puis on devrait donc, nous, de notre côté, faire de notre mieux pour que les gens comprennent que les conflits de génération ne sont pas nécessairement inévitables. Hein? C'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Absolument. On peut travailler pour avoir une meilleure société, un monde meilleur, n'est-ce pas? Alors, sur ce, Naïka Rousseau, Oui. comment tu as aimé l'émission? Super bien. Moi, j'ai bien aimé. J'aime le fait que justement, on ait cette discussion-là puis qu'on ait une ouverture d'esprit pour en parler. Donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui va faire en sorte qu'on se rejoigne des deux bords. Mais Naïka était surtout de mon bord. Ouais, t'as du bon bord aujourd'hui, là. On va rectifier la situation, mesdames et messieurs. On vous revient, on vous revient. Une fille de 16 ans. OK. On verra avec les autres sujets comment ça se passe, là. C'est la première, on te donne une chance, ça va. Valérie, comment tu as aimé l'émission? Très apprécié, discussion honnête, ouverte. Je pense qu'on a besoin de ça dans notre société, d'être à l'écoute, puis de ne pas avoir peur de dire les vraies choses des fois. Hein. La fille de 16 ans, finalement... pas une bonne idée! Pas une bonne idée! Avant de poser la question... L'histoire aussi, c'est que il y a la petite sœur de 14 ans qui On en parle la semaine prochaine! qui regarde tout ça. C'est toute une famille, là. Aïe! Tout ça, elle a le droit de revendiquer aussi. À 16 ans! Non, Non, elle va oser. Elle va oser. elle va défier. Hein? Toi, Corinne, comment tu as aimé? Moi, j'ai beaucoup aimé l'émission, puis j'ai hâte de couvrir tous les sujets. Les sujets sont pas mal infinis, donc j'ai hâte qu'on passe à travers plein de sujets différents, puis qu'on voit quels sont les réels conflits et les faux conflits. Alors, on va prendre le temps de remercier tout le monde qui a participé à cette émission. Mesdames, Messieurs, Valérie Heurteloup, merci beaucoup. Valérie. Merci. Corinne Jacquin, merci. Naïka Rousseau, merci. Et puis, on espère que Dridi a fait du bon travail à la régie technique. Et puis, on remercie les bons conseils de Nzenga Didjimo, mesdames, messieurs, qui est notre réalisateur. Merci. Merci. Tout le monde. Merci. Au revoir. À la prochaine.